Alors, ça me permet de démarrer, donc d'accueillir tout le monde, donc en disant bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Alors, effectivement, on est dans un format webinar pour ceux qui ne connaissent pas. Dans la première partie du format, en fait, c'est comme une conférence classique en amphi, hein, c'est-à-dire que la conférencière, en l'occurrence le professeur Séverine Mathieu, que je remercie d'être avec nous, je vais présenter un peu plus longuement après, va faire son topo, je crois, sur à peu près 1 heure. Et puis par la suite, vous avez la possibilité d'intervenir, donc Maud est modératrice dans un espace de discussion qui s'ouvrira à partir de l'heure d'exposé pour à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, hein, c'est ça l'idée. Et Maud vous donnera la parole à ce moment-là, donc il ne faut pas hésiter à la solliciter. Voilà, donc pour dire que pendant le premier temps, nous, on ne vous voit pas, hein, on ne voit que la liste voilà, des gens qui sont présents, mais on ne vous voit pas physiquement. Par contre, normalement, vous devez nous voir tous au niveau panéliste. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Grégoire Moutel, donc moi j'ai la chance d'animer l'espace régional de réflexion éthique. Derrière le nom de Stéphanie Duclos, vous avez en fait Maud Charvin qui est chargée de mission chez nous à l'espace éthique sur la valorisation scientifique et plus largement voilà, l'animation des débats et de tout ce qu'on fait. Donc, je remercie Maud qui assure l'intendance, mais aussi la gestion intellectuelle du chat, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, donc, le professeur Séverine Mathieu, j'ai envie de dire, qui est une amie et une collègue de longue date, alors non seulement moi à titre personnel, mais également, je peux dire, soutien des espaces éthiques en général et de l'espace éthique de Normandie en particulier, parce que dès qu'on sollicite Séverine, que ce soit pour un jury de thèse de 3e cycle, un travail scientifique en commun, elle répond présent et avec quelque chose auquel je suis attaché, vous le savez, l'interdisciplinarité chevillée au corps, ce qui dans le champ de l'éthique est très important. Et pour nous amener à la conférence de ce soir, c'est vrai que je demandais quel était l'acronyme GSRL de l'intitulé de l'UMR, c'est l'UMR, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. De Séverine Mathieu. Séverine Mathieu travaille depuis très longtemps hein, sur les questions de famille, de religion, de bioéthique, mais j'insiste aussi sur le L de laïcité parce que de par les temps qui courent, c'est important de le porter comme tel, me semble-t-il. Et moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que les religions sont fongibles dans la laïcité et que c'est tout l'enjeu des années à venir que de continuer à ce que ça le soit en harmonie pour que tout le monde comprenne le vivre ensemble et continue à perpétuer le vivre ensemble dont on est fier en France. Et donc, à ce titre-là, Séverine nous avait communiqué son ouvrage, hein, qui remonte maintenant à quelques mois, presque un an. Un an, exactement un an aujourd'hui, figure-toi. Et on s'était toujours dit qu'il fallait qu'on bénéficie de ton savoir et de ta pédagogie pour nous faire partager voilà, l'essence de ce travail. Donc, je te cède la parole. On te remercie encore vivement d'être avec nous. Et puis, Maud est à l'intendance pour les diapositives. Voilà. Eh bien, à mon tour, donc je remercie sincèrement Grégoire. Hein, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que je réponds toujours avec vivacité et rapidité aux invitations de Grégoire parce que j'ai toujours plaisir à discuter avec vous et à venir, enfin vous toutes et tous quand je viens, soit à Caen, soit à Rouen, enfin ça dépend des fois. Voilà. Donc je vais aujourd'hui vous présenter une espèce de présentation. Enfin, je vais vous présenter mon dernier travail qui a porté en fait sur les débats qui ont eu cours à propos de la révision des lois de bioéthique. Et comme le disait Grégoire, donc je suis rattachée à un groupe de sociologie des religions et de la laïcité, hein, et je partage le même point de vue de Grégoire sur ce qui fait aussi la laïcité. Et ce qui m'a intéressée dans ce travail d'enquête, c'est de constater que finalement, c'était surtout l'Église catholique qui s'était, parmi les religions monothéistes en France, hein, qui s'était mobilisée contre cette révision des lois de bioéthique. Donc, c'est cela que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Mon précédent travail avait été fait en milieu hospitalier hein, sur l'accès à la PMA, où j'avais essayé de définir quelles étaient les normes éthiques des personnes qui rentraient dans des parcours de PMA. Et donc là, je suis sur un autre point de vue, plutôt extérieur, c'est quel regard on porte sur cette révision des lois de bioéthique et sur précisément l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc,
Maud, si vous voulez bien, je veux bien que vous passiez la prochaine diapositive. Voilà, alors je suis désolée, moi je fais des PowerPoint de littéraire avec beaucoup de texte, hein, donc du coup, peut-être un peu chargé, mais voilà, j'ai du mal à faire autrement. Donc, ce que je commençais par dire que donc en septembre de 2018, hein, le CCNE va rendre public son avis 129, il va se prononcer, donc le Comité consultatif national d'éthique, hein, et il va se prononcer en faveur de l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Et ce qui m'a frappé, moi, en tant que sociologue, hein, c'est donc mon métier, c'est que immédiatement après, le dimanche suivant, dans un entretien au Parisien, vous avez l'archevêque de Paris, qui est Michel Aupetit et qui est par ailleurs médecin, hein, donc ça c'est tout à fait important, invite les catholiques à se mobiliser par la parole. Ce qu'on peut constater aussi, d'une façon plus générale, c'est que la famille aujourd'hui, elle s'est transformée. Auparavant, elle était définie plutôt par l'autorité hiérarchique, hein, et désormais, elle est soumise, nous expliquent Daniel Borillo et Éric Fassin, à une double exigence démocratique de liberté et d'égalité. La famille apparaît de plus en plus comme un espace privé, conjointement défini par ses membres, dont la vocation est de donner libre cours à l'épanouissement personnel. Donc, dans ces transformations de la famille, il faut bien évidemment compter aujourd'hui avec les techniques d'assistance médicale à la précréation qui sont régulées donc, au travers des lois de bioéthique. Donc, les questions qu'on se pose et que se posent les sociologues de la famille, c'est du coup, qu'est-ce que c'est qu'un parent ? Et partant aussi, qui est-ce qui a vocation, et c'est ça un peu qui m'intéressait dans ce travail, qui a vocation à dire les normes procréatives et familiales. Et d'ailleurs, est-ce qu'il doit y avoir de telles normes? Est-ce qu'on doit avoir des normes de procréation? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit s'immiscer dans l'intimité des corps? Donc, en fait, ce qu'on peut rappeler aussi brièvement, c'est qu'entre 1982, qui est la date de la première naissance française par fécondation in vitro, hein, Amandine, Friedman et Testard, et 2020, hein, donc enfin, 2020, enfin non, maintenant c'est plus 2020, 2000 peut-être 21 ou 22, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, la courte histoire de l'accueil de ces techniques n'a pas été sans remous. Hein, et ça, c'est aussi, enfin, il faut faire une courte histoire aussi de cet accueil de la PMA. Et donc, si ce projet de loi, le projet de loi qui est en cours est une révolution, hein, c'est précisément au regard de l'histoire de la PMA et de son accueil en France. Donc, ces technologies d'aide médicale à la procréation, elles vont bouleverser les systèmes symboliques et les ordonnancements du monde que sont les religions. Donc, dans l'élaboration des normes procréatives familiales, jusqu'alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il fallait compter avec le magistère catholique. Aujourd'hui, je vous renvoie ici aux travaux de Daniel Hervieux-Léger. Ce magistère catholique, il est plus ou moins dépossédé de ses prérogatives, hein, et il y a une remise en cause de ce qu'on appelle le magistère catholique sur l'intime. Pourtant, hein, et c'est ce que vont montrer ces débats autour de la révision des lois de bioéthique tout à fait contemporains, eh bien, ce magistère catholique continue de revendiquer aujourd'hui une forme, sinon d'expertise, hein, l'expertise c'est encore quelque chose de particulier, mais au moins de savoir et d'expérience dans ces domaines. On a ainsi deux modèles culturels qui s'affrontent, hein, me semble-t-il, et qui vont rendre difficile l'élaboration d'un consensus sur les questions de bioéthique de la procréation. Donc, en sorte que, il me semble que ces débats actuels sur l'ouverture de la PMA, il faut les comprendre aussi dans la lignée de ce qui s'est passé au moment de la révision des lois de bioéthique de 1994, des débats autour du PACS de 1999 et surtout aussi des débats autour de l'opposition au mariage pour tous qui ont véritablement réactivé la mobilisation de l'opposition, en particulier catholique. Hein. Il faut dire, alors, donc on est dans cette continuité-là, hein, néanmoins,
point, on peut dire que la mobilisation catholique, hein, elle est différente de celle de 2012, hein, même s'il faut la comprendre dans cette lignée-là. 2012, donc ouverture du mariage aux couples homosexuels. Ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que le magistère a pris ses distances par rapport à des associations comme la Manif pour tous, hein, qui était pourtant la manifestation d'un retour en politique d'un catholicisme très conservateur. Hein. On avait vu au moment des manifestations certains dignitaires catholiques manifester aux côtés de la manif pour tous. Hein. Autre chose aussi avec laquelle il faut compter désormais, qui rend la position difficile en matière d'édiction de normes et de morale, de procréation et sexuelle, c'est tous les scandales d'abus sexuels qui éclatent aujourd'hui au sein de l'Église catholique, hein, qui sont médiatisés, reconnus. Hein. Je lisais tout récemment dans le journal la semaine dernière que, par exemple, une église à Troyes a posé une plaque aux victimes des abus sexuels. Donc, voilà. Mais en tous les cas, ces scandales d'abus sexuels rendent la position de l'Église catholique difficile, et notamment pour ce qui concerne la défense de l'intérêt de l'enfant. Donc, il y a eu donc une mobilisation des catholiques, mais qui n'a pas empêché, hein, vous le savez, la présentation du projet de loi relatif à la bioéthique qui a été rendu public et soumis au Conseil des ministres le 24 juillet 2019. Et l'article 1 de ce projet de loi de bioéthique va stipuler: tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, a accès à l'assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique. Donc, cet article, ce qu'il montre bien, c'est qu'il y a désormais on acte la dissociation entre biologique et filiation. Ça ne fait pas pour autant l'unanimité. Et précédant l'annonce de cet article, de ce projet, il y a eu des auditions qui ont été faites à l'Assemblée nationale, et dans ces auditions, on a fait place précisément aux représentants des religions, essentiellement monothéistes. Et donc ces mêmes représentants des religions monothéistes ont regretté n'avoir pas été entendus et ont affirmé pourtant qu'ils ne remettraient pas ensuite en cause la loi. Ce que je vous le disais en introduction, ce qu'il faut remarquer également, c'est que c'est surtout l'Église catholique qui s'est fait entendre, hein, lors de cette révision des lois de bioéthique. Hein. Alors, sur la question de l'ouverture de la PMA, mais aussi sur la question de l'embryon et sur le dépistage prénatal. C'est intéressant de constater que les autres religions monothéistes se sont moins mobilisées. Et donc, ce que je voudrais essayer de vous montrer ici, c'est comment ces normes catholiques, dans un contexte qui laisse place à un catholicisme un peu ostensible, hein, c'est-à-dire un catholicisme qui désormais est minoritaire, mais qui a envie de montrer qu'il est encore actif et présent, et donc comment ces normes catholiques voudraient s'imposer en matière de morale sexuelle et dans la lignée, hein, de la réprobation, de la contraception et de l'avortement. Donc, le discours du magistère, il emprunte un argumentaire séculier, hein, c'est ce que je vais vous expliquer plus précisément, qui est le signe de deux choses. D'une part, la sécularisation du discours religieux, hein, ça c'est très clair, on a un discours religieux en France et ailleurs qui se sécularise, et d'autre part quand même une forme d'instrumentalisation de ce discours séculier par ces autorités religieuses catholiques pour précisément légitimer un discours qui pourrait être considéré comme dépassé par la majorité de la population. La diapositive suivante, Maud, s'il vous plaît, sur la méthodologie. Voilà, donc comment j'ai procédé, hein. Donc, c'est une enquête sociologique de type ethnographique avec deux formes de matériaux. D'un côté, donc des observations que j'ai pu réaliser à l'occasion des États généraux de la bioéthique, hein, qui se sont tenus, je vous le rappelle, au premier semestre de l'année 2018. Donc, il y a eu toute une série de débats, hein, qui ont été organisés. J'ai participé à certains d'entre eux, notamment un à Rouen avec Grégoire Moutel, et également
une analyse, donc ça c'est la première forme de matériaux, et également une analyse des propositions qui ont été faites. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'aviez noté. Il y avait un site de ces états généraux de la bioéthique qui a été ouvert entre janvier et juin 2018 et sur lequel on pouvait intervenir, faire des propositions. Voilà, donc ça, c'est deux matériaux. Et également, je me suis intéressée à toute une série d'interventions à la fois dans les médias, hein, donc en lisant la Croix, Le Monde, Libération, voilà, toute une série de médias, et également les documents qui ont été produits par l'institution catholique, parce que l'institution catholique a été très active et a produit toute une série de documents. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît, Maude. Merci. Donc, je fais un petit rappel historique. Ce sont donc les premières lois de bioéthique de 1994 qui vont fixer les conditions d'accès légal à la procréation médicale assistée. Et donc, si vous regardez cette loi, dans un premier temps, elle se met dans les pas de notre modèle de filiation biologique. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée aux couples hétérosexuels. On autorise le don de gamètes, mais c'est un simple don. Le double don est interdit. Donc, on voit bien comment il s'agit de préserver une filiation qui mime la filiation biologique. Donc, cette révision des lois de bioéthique, elle a été rendue obligatoire dès 2004, qui institue le réexamen par le Parlement de la loi. Dans un délai de 5 ans, ça n'a pas été respecté, mais peu importe, elle est toujours, en tout cas régulièrement révisée. La loi de 2011 élargit ce délai à 7 ans maximum et elle stipule aussi, cette loi de 2011, que toute révision de la loi doit être précédée d'états généraux que donc, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, a la responsabilité d'organiser. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les premières révisions n'ont pas modifié cette conception traditionnelle de la famille. Et que précisément, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on rentre dans une définition de la famille qui est au-delà de la question du biologique. C'est-à-dire que la famille n'est plus définie par le biologique. Pour ce qui concerne les normes catholiques en matière de PMA, elles sont, je vous les ai inscrites sur la diapositive, elles sont édictées au sein de plusieurs encycliques. La première, Humanae Vitae, qui est une interdiction de la contraception, Donum Vitae, 87, Dignitas Personae, 1988, et Evangelium Vitae, 95. Donc ça fixe, en fait, en clair, pour aller très vite, ça interdit tout recours à la procréation médicalement assistée. Ce qu'il faut néanmoins souligner, et ça c'est extrêmement important, et c'est d'où l'apport d'ailleurs des sociologies des religions, c'est d'arriver à éviter de faire des espèces d'amalgames et de catégories comme ça assez grosses. C'est d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un très fort décalage entre le magistère et les pratiquants sur ces questions, et à l'intérieur même du magistère. C'est-à-dire que vous avez ces normes, ces encycliques papales qui vous disent qu'il ne faut pas recourir à la PMA, et à l'inverse, les pratiquants, si vous vous référez par exemple au sondage qui avait été réalisé par l'IFOP et la Croix et publié en janvier 2018, 35% des catholiques pratiquants se déclaraient favorables à l'ouverture de la PMA aux femmes en couple. Donc, on ne peut pas conclure, s'il fallait retenir une chose, c'est bien aussi celle-là de cet exposé, on ne peut pas conclure à une unanimité des catholiques à l'opposition à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc, les clivages, les lignes de rupture ne sont pas aussi tranchés qu'ils pourraient paraître. Et à l'intérieur même du magistère, vous avez des prêtres qui accompagnent des couples en PMA hétérosexuels et qui accueillent aussi, par exemple, les enfants issus de familles homoparentales. Enfin voilà, donc il y a toute une... c'est un petit peu caricatural de dire les catholiques sont contre la PMA. Donc, je vous le disais aussi tout à l'heure, il faut comprendre cette mobilisation catholique contre l'ouverture de la PMA comme inscrite dans le prolongement de la lutte contre l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Donc ça, c'est
C'est extrêmement important. Et donc, ça renvoie aussi au fait que donc certaines fractions de la société défendent un modèle comme ça d'une famille traditionnelle, hein, qui a déjà été ébranlée par cette question du mariage pour tous, et qu'ils vont faire montre de ce que mes collègues Céline Béraud et Philippe Portier appellent un activisme bioéthique, hein. Et donc voilà, ce sont ces mêmes opposants, hein, la Manif pour tous, Alliance Vita, qui vont remettre en cause l'ouverture de la PMA. Ce qui a changé par rapport au mariage pour tous, c'est que les lignes ont bougé, hein. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le magistère n'est plus, enfin une partie des magistères qui étaient proches de la Manif pour tous ne l'est plus, hein. Et voilà, donc l'Église catholique va déplorer l'ouverture de la PMA, hein, mais sans se rattacher ni à la Manif pour tous, ni par exemple à Alliance Vita. Voilà, donc dans ce moment, en 2018, alors que s'ouvrent ces états généraux de la bioéthique, eh bien, les représentations de la famille qui sont offertes par le cadre légal de la PMA, elles empruntent encore à un modèle de filiation qui est biologisant, où la notion de naturel est mobilisée. Voilà, donc je vous rappelle aussi que c'était une promesse de campagne de François Hollande, hein, qui n'avait pas été tenue. Emmanuel Macron s'y était également engagé. Il a souhaité un débat apaisé, hein, c'est la formule de lui. Donc il y a eu beaucoup d'auditions qui ont été réalisées, donc celles, je vous le disais aussi, des représentants des religions. Alors, ce que je voudrais, donc, diapositive suivante, s'il vous plaît, Maude. Ce que je voudrais également souligner, une chose qui est aussi finalement peu connue, c'est que cette prise de parole des représentants des religions, elle est inscrite dans le dispositif de révision des lois de bioéthique d'une façon générale. C'est-à-dire qu'on a vu comment, au moment de l'ouverture des États généraux, vous aviez certains des partisans d'ouverture de la PMA déploraient le fait que précisément on donnait la parole à ces représentants religieux et à ses opposants à l'ouverture de la PMA. Ici, on peut dire aussi que Emmanuel Macron, hein, en organisant aussi via le CCNE, mais en donnant son feu vert pour l'organisation de telles auditions, il a sans doute voulu ménager, hein, aussi les catholiques, hein, ce qu'il avait fait en évoquant le lien abîmé, hein, je vous rappelle, lors de son discours au Bernardin en avril 2018. Hein, et donc, il a voulu associer les religions au débat dans l'actuelle révision des lois de bioéthique. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec Jean-François Delfrécy, le président du CCNE, et lui m'explique, hein, il y a eu une forte mobilisation de la hiérarchie des catholiques sur ces sujets, en disant c'est plutôt bien, car ce qui nous manquait, c'était précisément de la mobilisation sur les questions de bioéthique. Donc, il rejoint, hein, ce faisant, les instances politiques qui, tout au long du processus de révision, ont appelé à un débat apaisé. Donc, le CCNE fait aussi une place, hein, aux représentants des familles spirituelles et philosophiques. Hein. Il y a des représentants de courants musulmans, juifs, chrétiens au sein. Ce sont les représentants des familles spirituelles et philosophiques. Vous dire aussi que le fait de demander leur avis et d'écouter les religions sur ces questions de bioéthique, ça n'est pas nouveau. Ce que je vous disais, par exemple, au moment des lois sur l'avortement de 1975, on a procédé également à l'audition des représentants religieux, et on se souvient par exemple du grand rabbin Guggenheim disant mais écoutez, l'avortement, si la vie de la mère est en danger, nous y sommes favorables, les catholiques réitérant leur point de vue opposé à l'avortement, mais enfin tout ça pour vous dire qu'il y a une tradition aussi d'écoute qui est inscrite dans la laïcité même, hein, voilà, le fait de donner une place aussi aux religions dans ces questions de bioéthique. Alors, pour revenir à cette actuelle révision des lois de bioéthique, ce qui est frappant, c'est que avant la tenue de ces états généraux de la bioéthique, hein, donc premier semestre 2018, dès avant leur tenue, la conférence des évêques de France va faire part de ces interrogations.
Et donc, vous voyez, donc c'est bien en amont, hein, donc dernier trimestre 2017, Pierre Dornelas, qui est l'archevêque de Rennes et qui est aussi responsable du groupe de travail sur la bioéthique de la Conférence des évêques de France, il va signer une tribune dans Le Monde dans laquelle il s'interroge: la médecine a-t-elle vocation à répondre à toute demande sociétale? Il va adresser, au lendemain de l'ouverture des États généraux de la bioéthique, une lettre aux catholiques d'Ille-et-Vilaine, et en 2019, ce même Pierre Dornelas, avec lequel j'ai pu également m'entretenir, va publier 2 ouvrages sur la révision des lois de bioéthique. Quel monde voulons-nous pour demain? Et vous me pardonnerez, j'ai oublié le titre du second. Ce qui est intéressant aussi, je vous disais qu'un des matériaux de mon enquête, c'était les médias, c'est que de nombreux médias chrétiens vont consacrer, dès le début de l'ouverture des États généraux de la bioéthique, des dossiers à la bioéthique. La Croix, le Pèlerin, Réforme, donc pour citer un magazine protestant, Famille chrétienne, La Vie. Donc vous voyez, dans ces magazines, essentiellement, à part Réforme, ce sont essentiellement des magazines, des quotidiens catholiques. Et donc les catholiques sont les premiers parmi les groupes religieux à se mobiliser. Et là encore, il faut le souligner, à distance de la manif pour tous. Donc le projet de loi, pourquoi? Parce que ce projet de loi, il remet en cause un ordre naturel et biologique qui est celui que promeut leur Église. Et la mobilisation, et c'est ça que je trouve aussi intéressant, leur mobilisation, ça témoigne de leur souci de voir la démocratie défendre cette définition de la famille, et elle va se poursuivre tout au long du processus de révision. Donc, si on suit cet ordre chronologique, en septembre 2019, après les auditions à la commission spéciale de bioéthique à l'Assemblée nationale, juste avant la discussion à l'Assemblée nationale, qui débute le 23, je crois, septembre 2019, va être organisée, toujours par cette conférence des évêques de France, une conférence au Collège des Bernardins où des représentants du magistère vont exposer les éléments clés des positions catholiques en matière de bioéthique. Donc, le magistère sait que le projet sera voté, c'est ce que disent les personnes qui sont interviewées ou que je peux rencontrer par la suite. Mais une fois encore, il dit on veut s'exprimer comme autorité et on voudrait faire valoir nos représentations de la famille. Ils se considèrent comme ce qu'on appelle aussi des lanceurs d'alerte, et ils sont protecteurs d'un récit de l'anxiété qui porte, à mon sens, aussi une forme de panique morale. Et voilà, donc ils vont défendre une vision de la famille qui pourtant s'est modifiée. Alors, cette résistance au changement du droit, elle va s'organiser, elle en appelle à des valeurs qui sont dites traditionnelles et elles vont les défendre, c'est ça qui m'a intéressée également, au nom de principes séculiers. Donc, la mobilisation du magistère catholique, alors elle trouve des relais à la Manif pour tous, ils sont à distance, mais ils trouvent des relais dans ces associations comme la Manif pour tous ou Alliance Vita, et cette mobilisation, elle témoigne d'une capacité à voir leur position entendue et également du sentiment de leur légitimité. Voilà, donc ces acteurs catholiques vont se manifester pour que le droit ne change pas en matière procréative. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir dans les prises de parole religieuses? Est-ce qu'une tentative de laisser une empreinte sur ces questions dans une société où l'intime est sécularisé? Pourquoi ce conservatisme continue-t-il de s'exprimer sur ces questions? Et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aux côtés de ces catholiques conservateurs, qui ne représentent pas la totalité des catholiques, vont se trouver également des acteurs de la société civile, des chercheurs, des médecins, des psychologues et aussi des psychanalystes. Donc, ils vont, ces opposants, notamment dénoncer la PMA sans père, la défense des plus fragiles, voilà, l'écologie, lorsqu'ils considèrent qu'avec la PMA, c'est la nature qui est menacée. Donc, derrière ces arguments, celui de la nature, d'un ordre naturel, voilà. Et c'est cette notion d'ordre naturel qui permet quand même de faire la différence entre les opposants catholiques à l'ouverture de la PMA et les opposants qui appartiennent à l'univers plus séculier. Donc, les représentants des cultes vont inviter leurs fidèles à se mobiliser, donc toujours du côté des catholiques. Alors, pourquoi aussi, c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi les représentants des autres religions
se sont moins engagés dans le débat, sans doute pour diverses raisons. L'une historique et l'une qui est historique, c'est que la religion catholique, même dans la France laïcisée et sécularisée d'aujourd'hui, elle reste la religion majoritaire et elle entend s'exprimer sur les sujets de bioéthique. Voilà, donc je souligne à nouveau la pluralité interne du catholicisme sur ces questions familiales, et je vous renvoie ici, si vous voulez approfondir cette question, aux travaux de Céline Béraud, et donc et à ce décalage que j'ai évoqué tout à l'heure entre le magistère, la pastorale et les fidèles. Alors, dans l'entretien que j'ai pu mener avec Pierre Dornelas, eh bien, ce qu'il va mettre en avant précisément, c'est cette expérience catholique en matière familiale, tout en soulignant le souci du bonheur de tous, dans un argumentaire qui va reposer sur le souci de la dignité humaine et d'un progrès maîtrisé. Il en appelle, comme dans son ouvrage, voilà, j'ai retrouvé le titre Bioéthique, quelle société voulons-nous pour aujourd'hui et pour demain un dialogue sociétal qui prendrait en compte la fragilité et la vulnérabilité de certains. En sorte qu'il nous donne ici la mission de l'Église catholique, redire la norme dans un discours qui va mêler à la fois réassurance et invocation d'une forme d'expertise. Il semble ici que ce que conteste finalement le magistère, c'est en quelque sorte le processus de démocratisation de la norme de parenté, dont témoigne le pluralisme des pratiques familiales, le pluralisme de ce que Jean-Luc Deschaux, sociologue, appelle le pluralisme des représentations et des croyances concernant ce qui fait famille. Alors, je vous ai dit que la mobilisation catholique, elle s'est faite à distance de la Manif pour tous et de l'Alliance Vita. C'est compliqué de ne pas évoquer quand même ces prises de parole de la Manif pour tous et d'Alliance Vita. Et notamment parce que, à l'occasion d'un entretien que j'ai pu mener avec Ludovine de La Rochère, qui met beaucoup, excusez-moi pour le bruit, c'est des avantages du télétravail dans des espaces communs, pardonnez-moi. Donc, Ludovine de La Rochère, je vous le disais, elle fait appel à un argumentaire tout à fait séculier. Mais pourquoi je la cite à l'appui de ces arguments catholiques, c'est qu'à un autre moment de l'entretien, elle m'explique que le sujet n'est pas religieux, mais qu'en même temps, le fait d'être catholique, d'avoir l'habitude de prier, de réfléchir, d'avoir ces moments, dit-elle, du dimanche où on se rassemble à la messe, permet aussi de comprendre, selon elle, ce qui fait une famille et ce qui est donc dans ce rôle de vigie aussi et de lanceur d'alerte. Donc, elle met Ludovine de La Rochère, donc qui témoigne ici aussi de son appartenance au catholicisme, tout en disant que le sujet n'est pas religieux. Elle veut précisément, elle met en avant un argumentaire universel et séculier, et en expliquant qu'avec, je la cite, la PMA sans père et la GPA ont fait délibérément des orphelins de père et de mère et pour toute leur vie. Et précisément, je vous dis, un argumentaire universel, et précisément, elle explique que juifs, musulmans, catholiques, athées ou même laïcards, tout le monde, c'est l'expression qu'elle emploie, tout le monde peut se retrouver autour de ce constat de raison qui est que tout enfant naît d'un homme et d'une femme et qu'il a besoin d'eux. Je reste perplexe devant le fait qu'on puisse prétendre qu'un père n'est rien pour un enfant. Ce n'est pas une argumentation religieuse. Le sujet n'est pas religieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, l'autre association farouchement opposée à l'élargissement de l'accès à la PMA, c'est Alliance Vita. Je vous rappelle, Alliance Vita, c'est le nouveau nom qui a été adopté par l'Alliance pour les droits de la vie, qui avait été fondée par Christine Boutin en 1993.
et qui va organiser une université de la vie elle organise des universités de la vie tous les ans, mais celle de 2019, elle invite Bertrand et Gaël Lionel Marie, qui sont les responsables bioéthiques de la traditionnaliste association des familles catholiques. Voilà. Donc le magistère catholique, même s'il est à distance, trouve des relais dans son opposition à l'ouverture de la PMA dans ces associations qui ont été créées, je le redis, dans le cadre de la lutte contre le mariage pour tous. Donc elles ne se déclarent pas catholiques, ces associations, mais on voit bien aussi comment elles ne peuvent dénier cette attache confessionnelle. Donc, les religions, d'une façon générale, et en particulier la religion catholique, se sent une autorité morale légitime pour intervenir sur ces questions. Et donc, ce qui est en jeu, c'est la défense d'un modèle traditionnel de famille, une espèce d'anthropologie menacée, pour reprendre les termes employés, et au-delà, le souci de se faire entendre dans la fabrication des règles éthiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est ce modèle, est-ce qu'il parle encore à nos contemporains? Donc, je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît, Maude. Voilà. Donc, dans ce qui est frappant également, c'est donc ces références sécularisées que j'évoquais tout à l'heure. Donc, dans ces références sécularisées, on peut relever le recours très important à l'anthropologie et à l'écologie. Donc, je vous l'ai dit, il y a d'abord l'argument de l'absence de père, et on fait donc reposer un argumentaire sur des arguments qui sont précisément pas religieux, mais séculiers. On met l'accent sur l'équilibre psychique, la vulnérabilité, l'égalité, et donc ce qui montre aussi d'ailleurs la porosité entre registres religieux et séculiers. C'est pour ça ce que je vous disais aussi tout à l'heure, les choses ne sont pas tranchées. Voilà. Donc la mention de cette anthropologie, elle est fortement mobilisée, elle a été fortement mobilisée au moment du mariage pour tous, on la retrouve ici au moment de l'ouverture à la PMA, et c'est précisément un des indices qui permettent de distinguer les opposants à l'ouverture de la PMA, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont évoquer la question de l'anthropologie, ce qui n'est pas sans poser de problème, puisque les anthropologues eux-mêmes, ceux qui sont à l'université, n'ont eu de cesse de démontrer qu'il n'existait pas qu'un seul modèle de parenté, que les familles varient selon les sociétés. Je vous renvoie ici, par exemple, aux travaux de Maurice Godelier, mais aussi ceux de Françoise Héritier. Donc, cette anthropologie, je crois, cette anthropologie à laquelle vont se référer les opposants à l'ouverture de la PMA, elle repose sur une vérité, me semble-t-il, biologisante. La famille qu'on va défendre ici, c'est celle d'un couple hétérosexuel, marié, avec des enfants, et ça s'oppose à l'idée qu'il existe aujourd'hui une diversité des formes familiales. Et en sorte qu'on a le sentiment aussi que cette anthropologie des opposants à l'ouverture de la PMA, elle procède quelque peu d'une forme de hiérarchisation des familles. C'est-à-dire que vous auriez la bonne famille, la famille traditionnelle, et après les autres formes de famille. Donc cette référence à cette culture, elle nie, me semble-t-il, aussi toute forme de relativisme culturel. Ça va à l'encontre du constat de Lévi-Strauss, la famille restreinte n'est pas l'élément de base de la société, c'est dans la pensée sauvage. Voilà, donc vous avez, je vais passer brièvement là-dessus, mais il y a 2 textes récents qui ont été inédits et qui ont été republiés de Claude Lévi-Strauss qui reprennent ces questions sur le relativisme culturel en matière de famille, et disons qu'il n'y a pas dans les sociétés qu'il a pu observer, il n'y a pas de conflit entre parenté biologique et parenté sociale. Autre thème repris abondamment par les opposants à l'ouverture de la PMA, c'est la référence à l'écologie. Donc ça en témoigne notamment l'un des 2 opuscules qui a été publié par Pierre Dornelas en 2019, Écologie et bioéthique, dans lequel il explique que pour prendre le bon et juste virage, il faut se mettre, nous dit-il, à l'écoute de la planète. Donc on voit comment est établi un lien entre péril écologique et dérive de la bioéthique. Donc l'être humain, si vous reprenez l'introduction de cette anthropologie catholique, donc ça c'est intéressant aussi, c'est que précisément ces opposants évoquent une anthropologie catholique. Donc l'être humain, il est menacé par la catastrophe écologique.
Donc l'écologie, c'est une préoccupation sociale majeure dans nos sociétés contemporaines, qui est partagée bien au-delà du cercle des opposants à l'ouverture de la PMA, et c'est intéressant de voir comment elle est ici mobilisée. Donc elle s'inscrit dans ce discours du magistère. Donc, on peut la comprendre comme la nécessité aussi de s'en tenir à la loi naturelle qui régit la procréation et donc la façon de faire famille. Donc, c'est tout ce qui est dans la mouvance de ce qui s'appelle le courant de l'écologie humaine, je ne vais pas m'appesantir, qui a été lancé avec Jean-Paul II, avec l'idée qu'on requalifie la crise écologique en une crise morale. Donc, je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît, Maud. Voilà, donc là ce que j'appelle une rhétorique de l'anxiété. Donc, avant la tenue des États généraux de la bioéthique, donc la conférence des évêques de France s'est inquiétée de ce que cette décision entraîne une évolution similaire sur la GPA, la gestation pour autrui, dans une sorte, je vous l'ai écrit sur la slide, dans une sorte de pente glissante. Donc, il s'agit de lutter ici contre un changement du droit en mettant en avant un modèle familial qui est fondé sur des normes procréatives qui sont portées par le magistère catholique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'institution, dès mars 2017, en amont des États généraux, on a créé au sein de la Conférence des évêques de France un groupe de travail qui a proposé des outils aux catholiques, des fiches bioéthiques qui sont reprises dans un livret en février 2018. Donc, vous avez plusieurs fiches sur le don d'organes, sur le diagnostic prénatal, sur les interactions biologie-psychisme, et puis bon, j'en passe, et une sur la PMA. Et donc, l'Église catholique de Paris, après chaque évêché fait comme il l'entend, et l'Église catholique va publier sur son site un livret bioéthique, comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique, avec une citation de Michel Aupetit, édifier un monde meilleur qui ne soit pas le meilleur des mondes. On voit bien aussi la référence ici au roman dystopique de Aldous Huxley, et c'est pour ça que j'évoque volontiers une rhétorique de l'anxiété. Donc, les observations que j'ai pu mener en amont du projet de loi, à l'occasion notamment des rencontres qui ont été organisées lors des États généraux de la bioéthique, ont mis en évidence cette même rhétorique, cette rhétorique de l'anxiété. Ce qu'on va mettre en avant sont des principes éthiques universels intangibles, et donc on se lance dans une espèce de croisade morale, celle qui va consister à avertir nos contemporains des dangers qui la menacent. Et ces opposants se considèrent ici comme des vigies, je vous disais tout à l'heure, des lanceurs d'alerte, et ils vont lutter pour le bien commun dans un discours qui s'organise autour de récits alarmistes et anxiogènes. Alors, ce qui était intéressant, c'est que lors des débats, les opposants à l'ouverture de la PMA se sont fortement mobilisés. Ils ont répondu à l'appel des associations et du magistère. Et ce qui fait que les résultats qui ont pu faire apparaître par la suite dans des rapports, ce produit par exemple par la Manif pour tous, qui font apparaître une forte opposition à l'ouverture de la PMA, il faut les manier avec précaution. Parce que, et les observateurs de ces débats, Grégoire me dira si je me trompe, ont été nombreux à constater cette forte mobilisation des opposants. Donc cette mobilisation, ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle s'est traduite aussi par un fort investissement donc des réunions de débat public par les opposants, avec une présence physique, une prise de parole, et avec l'idée d'ailleurs que les questions qu'ils posent, et cette présence aussi, c'est un des éléments clés de leur répertoire d'action. On parle, on intervient, voilà. Donc le problème également, enfin ça j'ai trouvé, et peut-être que Grégoire a ressenti la même chose, c'est que du coup ça a eu tendance à polariser les débats, et ce qui fait c'était difficile, je trouvais, durant les débats, d'avoir une réflexion plus poussée sur le texte de loi. Donc, les associations ont relayé l'information. Si vous vouliez avoir un panorama complet des manifestations et des débats autour de la révision des lois de bioéthique, il suffisait d'aller sur le site de la Manif pour tous ou d'Alliance Vitale. Il y avait tous les calendriers sur toute la France. Voilà. Alors après, c'est difficile de savoir d'où parlent ces opposants. Ils se présentent souvent sous un prénom, Luc, une profession, comptable, un statut familial, père de famille. Donc, les récits produits ne portent pas la marque, en tout cas explicite, d'une référence aux religieux. Donc, ils sont dispersés, ces gens. C'est difficile de
ils vont se retrouver parfois à la sortie, semblent se connaître. Voilà. En tout cas, en tous les cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que à aucun moment, sauf à de rares exceptions, ils ne se déclarent comme étant catholiques ou, j'ai le souvenir d'un homme se déclarant évangélique, mais c'était assez rare. Donc, ils n'évoquent pas la religion, et plutôt au contraire. Hein. Donc, ils en appellent, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, à cette espèce d'anthropologie universelle qui porte en elle des normes familiales au-delà des pratiques. Je vous disais qu'il y avait un autre matériau que j'avais utilisé, qui était donc les propositions qui ont été faites sur le site des États généraux de la bioéthique. Et donc, vous aviez plusieurs rubriques. Hein, et donc, il y avait une rubrique procréation et société, qui est d'ailleurs la rubrique qui recueille le plus d'interventions. Alors, les gens prenaient, je pense, des pseudos. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Toff, qui évoque des invariants. Il dit, tout comme l'homme, l'éthique ne change pas tous les 5 ans, ce devrait être un invariant. Il faut renoncer à modifier une anthropologie multimillénaire. Donc, il fallait se positionner pour ou contre. Donc, il y a beaucoup de gens qui se prononcent pour. Hein, donc, on voit aussi comment ces opposants se sont mobilisés sur ce site. Vous avez, alors ça c'était intéressant de remarquer, j'ai épluché hein, toutes les interventions. Vous aviez quelqu'un qui s'appelle Axel Rockvam qui est intervenu avec son nom. C'est pour ça que je le cite, comme c'est un document public hein, là, auquel vous pouvez encore accéder, je peux tout à fait le citer. Donc c'est intéressant de voir qu'il est intervenu. Il est le cofondateur de ce qu'on appelle les Veilleurs. C'est un groupe de jeunes militants catholiques hein, qui vont organiser des veillées, qui ont organisé des veillées pour protester contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, qui ont également organisé des manifestations à l'occasion du premier congrès sur le genre à l'ENS de Lyon il y a quelques années. Enfin voilà, donc en tous les cas, lui, son catholicisme est déclaré. Donc on a toute une série de personnes dans ces propositions qui se répondent. Hein, et voilà, en disant par exemple une déshumanisation complète de la procréation, ça fait vraiment peur. Hein. Voilà, donc en analysant les contributions sur ce site, je n'ai trouvé la mention de Dieu et de la religion catholique qu'à 2 ou 3 reprises, hein, et notamment dans un participant qui s'insurge en tant que catholique pratiquant. En même temps, hein, donc, ce terme de catholicisme n'apparaît pas, mais les termes employés empruntent fortement au vocabulaire de ces catholiques conservateurs hein, qui s'étaient exprimés au moment du mariage pour tous. Ils emploient le terme de dignité, respect de la personne humaine, anthropologie naturelle, expliquant aussi que l'embryon est une personne, donc faisant écho à l'encyclique de Novum Vitae, l'embryon est une personne dès le commencement de la vie. Donc, je vous le redis hein, aussi, c'est pour ça que les frontières sont brouillées et que ça montre aussi la porosité des frontières entre un registre religieux et séculier, c'est que ces termes des récits de l'anxiété, on les trouve aussi dans la société séculière. Hein. Il y a José Bové, qui est pourtant clairement éloigné des cercles catholiques, hein, qui s'est prononcé contre l'ouverture de la PMA. Il a d'ailleurs donné une interview à une revue Limite, hein, la revue Limite, qui s'appelle Limite, c'est une revue lancée par des représentants de la droite catholique conservatrice, hein, en disant la PMA, c'est la boîte de Pandore. On peut aussi citer Jacques Testard, hein, qui, dans de nombreuses tribunes et interviews, dit ses inquiétudes quant à l'ouverture de la PMA. Et à chaque fois, c'est intéressant aussi, il dit toujours qu'il est athée. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que autant ceux qui sont du côté des catholiques disent notre argumentaire est universel, et autant ceux qui sont contre l'ouverture de la PMA et qui appartiennent à la société séculière prennent bien soin de dire attention, je ne suis pas catholique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et j'en arrive bientôt, je crois, à la fin de mon exposé. Donc, ce qui est intéressant, donc pour reprendre un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur ces références à l'anthropologie, l'écologie, donc on voit comment ces détracteurs de l'ouverture de la PMA, leur argumentaire repose sur ce que j'ai appelé une bibliothèque séculière avec une référence très forte à la psychanalyse et à la philosophie. Donc, pour souligner notamment les effets de l'absence de père, hein, il va y avoir des appuis parmi des psychologues, des psychanalystes, hein, même parmi les plus et donc parmi ces psychologues et psychanalystes, on peut rappeler aussi que même parmi les plus progressistes d'entre eux, hein, certains sont hostiles à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et en particulier aux femmes seules, hein, avec l'idée que la présence du père est indispensable, qu'il faut alors avec les couples de femmes, il y a moins de réticence, avec l'idée qu'il y a une dualité, qu'il y a du coup de la séparation entre la mère et l'enfant.
Voilà. Et parenthèse aussi, c'est ce qui est frappant, c'est que cette référence accrue à la psychologie et à la psychanalyse, ça témoigne aussi de la démocratisation de ces deux disciplines. Parce qu'on voit aussi comment elles sont mobilisées dans d'autres domaines de la vie sociale. C'est frappant, par exemple, la mise en avant de la détresse psychique, de la santé psychique, là, qui est mise en avant sur confinement, pas confinement. Voilà. Donc, voilà, petite parenthèse, mais ça m'a tout à fait frappé, cette mobilisation du psychisme désormais. Donc l'absence de père, hein, elle est déplorée par exemple par Jean-Pierre Winter, hein, qui est un psychanalyste qui était très mobilisé contre le mariage pour tous. Également Christian Flavigny, hein, qui est directeur du département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent à la Salpêtrière à Paris, aussi très mobilisé contre le mariage pour tous. Et précisément d'ailleurs, Ludovine de la Rochère, dans l'entretien que j'ai pu mener avec elle, elle s'est appuyée sur la caution scientifique que représente Christian Flavigny. Voilà, donc ces positions séculières, hein, ces opposants à l'ouverture de la PMA les mobilisent, hein, et bien précisément, l'idée c'est de dire l'opposition ne se résume pas à une frange conservatrice et catholique. Et par exemple, vous allez avoir deux psychiatres et psychanalystes qui sont Pierre Lévy-Soussan et Myriam Zeidger, qui ont été auditionnés par la commission spéciale de bioéthique en septembre 2019, et bien, alors même qu'ils sont très éloignés des cercles catholiques, hein, et Myriam Zeidger, par exemple, s'est prononcée dans une tribune pour la levée de l'anonymat des dons de gamètes, leurs propos sont largement repris et diffusés par les opposants à l'ouverture de la PMA. Donc il y a c'est ce que j'appelle donc une forme de bibliothèque séculière dans laquelle vont puiser ces opposants à l'ouverture de la PMA. Et je le redis encore, hein, c'est que ceux auxquels ils se réfèrent prennent soin, à l'inverse, de se distinguer d'eux lorsqu'ils évoquent leur raison de s'opposer à l'ouverture de la PMA. Vous allez avoir, par exemple, Xavier Bellamy, hein, cofondateur en 2014 du mouvement Sens commun, hein, qui se déclare catholique, hein, qui va se référer à Gacinski, qui va citer José Bové, Tugdual Derville, secrétaire général d'Alliance Vita, hein, il va citer Michel Foucault et son concept de biopouvoir, hein, dans un sens d'ailleurs dont on peut se demander si les philosophes s'y reconnaîtraient. Et voilà, il va citer aussi, donc ancré dans ce que j'appelle cette rhétorique de l'anxiété. Donc, comme à propos de la notion d'anthropologie, hein, parce qu'il faut quand même trouver, même s'il y a cette porosité, dire aussi que les discours religieux et séculiers diffèrent néanmoins. C'est-à-dire que ces deux discours d'opposition à l'ouverture de la PMA dénoncent tous des dérives en s'appuyant sur la défense de valeurs qui sont tout autant laïques, hein, vulnérabilité, respect, dignité, mais ce qui va différencier les premiers, ici catholiques, des seconds, c'est la mise en avant d'une sacralité de la vie. Hein. Et voilà, donc ça, cette référence à la sacralité de la vie, elle est dite telle qu'elle, hein, il y a ce terme de sacralité, de sacré qui est employé, et vous ne le retrouvez pas chez les autres détracteurs de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc cette rhétorique de l'anxiété, elle imprègne, hein, la perception et les discours ordinaires et savants au-delà, hein, malgré tout, du cercle catholique. Voilà, donc j'en arrive, je pense, non pas tout à fait, mais bientôt, à ma conclusion. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après les dernières auditions et juste avant la discussion à l'Assemblée nationale, l'Église catholique va se mobiliser de nouveau. Les évêques ont bien senti, hein, après le mariage pour tous, que la société française a évolué sur ces questions, mais ils entendent encore se manifester. Donc, on peut le comprendre, hein, cette opposition catholique dans ce contexte d'exculturation, c'est-à-dire l'exculturation, c'est le fait que les normes catholiques n'imprègnent plus la société française. Hein, et on le voit par exemple en matière familiale. Hein, voilà, le divorce, 50% des couples en région parisienne, 30% de la population globale. Donc l'exculturation, c'est ça, c'est le fait que les normes catholiques ne font plus référence. Et précisément, il me semble que cette opposition catholique à l'ouverture de la PMA, on peut la comprendre aussi comme la manifestation d'une compétence menacée. Hein. Et c'est une façon aussi de mettre en avant une conception de la famille qui n'est plus aujourd'hui l'unique forme familiale. J'en veux pour preuve un débat qui a été organisé au Bernardin en septembre 2019. Hein. Donc il y a cette rhétorique de l'anxiété qui continue à structurer les discours. Nous sommes inquiets, précise d'emblée, hein, Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques de France, en ouverture de la conférence.
Elle est retransmise d'ailleurs en direct par la télévision catholique Cato, et il déplore que parmi les parlementaires, beaucoup d'entre eux restent aveugles aux enjeux de ce qu'ils vont décider, car ils sont fascinés, nous dit-il, par les promesses de la technique médicale. Sur la scène également, vous trouvez Michel Aupetit, dont les fiches avaient montré sa franche hostilité à la PMA. Et là encore, on voit que le registre invoqué n'emprunte pas à un argumentaire religieux. Pierre Dornelas, qui est également là, craint un immense marché de la procréation. Il dénonce un libéralisme économique potentiel, les dérives d'un libéralisme économique potentiel, et il met ses auditeurs, référence à l'écologie, contre les techniques qui saccagent la Terre. Dernier participant aussi, Bertrand Lonel-Marie, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Association des familles catholiques, en couple infertile, qui intervient dans les débats, appelle explicitement, lui, à rejoindre la manifestation organisée par la Manif pour tous. Et donc, il va y avoir un retournement en fait, parce que après, en fait, Moulin-Beaufort appelle lui aussi, puis se rétracte, et le lendemain, vous avez Thierry Magnin qui dit non, non, pas du tout, nous n'appelons pas les catholiques à manifester. Mais en tous les cas, la désapprobation, la réprobation catholique de l'ouverture de la PMA, elle est là, elle est dite, elle est assumée et déclarée. Voilà, donc pour conclure, donc, si Maud veut bien, voilà. Donc c'est ce que, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Donc le magistère catholique souhaite affirmer une expertise qui serait un petit peu, semble-t-il, la forme sécularisée de son autorité, de son expérience. Et après l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale, les autres religions ne se sont guère manifestées. Voilà, donc de nouvelles façons de faire famille sont aujourd'hui intégrées à la loi, et on ne saurait pas, il est difficile aujourd'hui de penser la famille avec une norme unique qui serait fondée sur un ordre hétérosexuel, hétérosexuel. Je pense qu'on peut passer à la dernière diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Et pour terminer, je voudrais citer juste la dernière enquête sur le recensement de l'INSEE qui montre qu'alors qu'en 2011, la moitié des familles étaient des familles traditionnelles avec 2 parents mariés, en 2018, pour la première fois, ces mêmes familles ne sont plus majoritaires. C'est-à-dire qu'en 2018, 48% de l'ensemble des familles sont des familles traditionnelles avec 2 parents mariés. Donc la part des familles traditionnelles a baissé. En leur sein, les couples sont de moins en moins souvent mariés. 72% des couples étaient mariés en 2011, 67% en 2018. Le Pacs s'est répandu au sein aussi des familles hétérosexuelles. Ce n'est pas l'apanage des couples homosexuels. Et 28% des enfants mineurs, nous apprend également ce recensement, donc 4 millions d'enfants vivent aujourd'hui avec un seul de leurs parents. Donc ça veut dire un seul de leurs parents, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément en famille monoparentale. Ça veut dire aussi, par exemple, que ce dernier a pu se remettre en couple, donc des familles recomposées. En sorte que, à la question qui est le parent de qui, aujourd'hui, il semble qu'on ne peut plus apporter une réponse unique. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la loi qui porte en elle sa révision obligatoire, elle pourra continuer d'évoluer? Est-ce qu'elle pourra faire toute sa place à la pluralité des formes familiales, en considérant que c'est plus désormais le biologique qui fonde la famille, la parenté est donc devenue une question démocratique, et c'est pour ça qu'elle reste débattue, et notamment par ceux dont les règles normatives de reproduction faisaient référence dans une société qui était marquée par, je le redis, l'empreinte des normes catholiques. Donc ces normes, dans ce contexte d'exculturation, de diversification des pratiques, ne peuvent plus faire aujourd'hui l'unanimité. Donc l'ouverture de la PMA, si elle advient aux couples de femmes et aux femmes seules, si elle advient un jour, ça témoigne tout simplement aussi du fait qu'aujourd'hui les normes de parenté sont multiples et ça acte aussi les transformations du faire famille contemporain.